fin septembre 2023. Il y a quelques jours de cela, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive militaire contre le Haut-Karabakh. La situation est explosive. À tout moment, la région pourrait basculer dans une nouvelle guerre. Dans une zone de conflit, on est toujours en état d'alerte. Il vaut mieux d'ailleurs. Il ne faut pas s'endormir au volant. Alors quand on entend des explosions, comme c'était le cas récemment, on sursaute. Ça pourrait être n'importe quoi. Ils sont là pour observer la frontière arménienne. Ce sont les yeux et les oreilles de l'Union européenne. Depuis le mois d'avril 2023, Troudy et Marek sillonnent cette zone de conflit, à la frontière de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, pour le compte de l'Union européenne. Aujourd'hui, ils se rendent dans le corridor de Latchine. Pendant des mois, la situation dans cette bande de terre qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie a été très tendue. Aujourd'hui, il y règne un calme sinistre. Seul un soldat arménien vient immédiatement à notre rencontre. Nous avons interdiction de filmer les positions militaires. C'est depuis cette frontière que les membres de la patrouille ont assisté à la prise de la République autoproclamée du Haut-Karabakh. C'était très soudain. Il n'y a eu aucun signe avant-coureur. Et ça s'est passé sous nos yeux. Les combats ont duré 2 jours. Puis la population arménienne a fui par cette route. On a vu les gens arriver, et il y avait des jouets qui dépassaient de leurs affaires. J'ai 3 enfants, alors forcément ça me touche. Hier encore, on roulait pare-choc contre pare-choc ici. Il faut savoir garder une certaine distance, ne pas se laisser atteindre. Le but, c'est de rester utile à la mission et aux gens. Tout à coup, il y a du mouvement au poste frontière. C'est un convoi d'ambulances. Elles sont escortées par l'armée. Il y avait 13 ambulances qui faisaient la queue sur le pont. Elles ont passé le poste de contrôle et maintenant elles roulent en direction de l'Azerbaïdjan. D'après Troudy et Marek, il s'agit probablement de véhicules arméniens qui se rendent à Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh, pour aller chercher les derniers malades et blessés. Mais les observateurs n'ont pas accès à cette zone dans le cadre de leur mandat. Depuis février 2023, les quelques 100 collaborateurs de la mission de l'Union européenne en Arménie observent la frontière azerbaïdjanaise depuis différents points. Leur rôle, contribuer à la stabilité dans la région. Ceux qui sont basés à Gori surveillent le corridor de Latchine. C'était très calme aujourd'hui. La patrouille a documenté les événements, notamment pour faire état de possibles exactions. Il se dit en effet que des soldats azerbaïdjanais ont attaqué les déplacés arméniens. Nous, on n'a pas vu d'incident. C'est allé assez vite. Il y avait 2 files et les véhicules ont passé le poste de contrôle. On n'a rien remarqué d'anormal. Ça, c'est la route qui part de Kornizor. C'est fou ce monde. Face au spectre de l'épuration ethnique, l'enclave s'est vidée de la quasi-totalité de ses habitants arméniens en 4 jours. Au terme de brefs combats, le Haut-Karabakh a été officiellement réintégré à l'Azerbaïdjan. Réintégré entre guillemets, car selon le droit international, il s'agissait déjà d'un territoire azerbaïdjanais, principalement peuplé d'Arméniens. Je suis désolée, je ne me sens pas bien. Je n'arrive pas à retrouver mon calme. J'ai eu tellement peur que j'ai des problèmes de cœur maintenant.
Une autre patrouille de l'Union européenne se trouve à Djermouk. C'est également ici qu'a commencé l'histoire de la mission. En septembre 2022, l'Azerbaïdjan agresse la ville thermale et occupe les montagnes environnantes. Pour contribuer à la sécurité et à la stabilité de cette région frontalière, l'Union européenne décide d'envoyer une centaine d'observateurs sur place. Aujourd'hui, on va à Yerask. C'est moi qui prends la tête de la patrouille, Edim seconde et on a 2 chauffeurs. C'est l'heure de se lever. Non, c'est une alarme que je me suis mise. Il faut que je rappelle ma fille pour qu'elle ne soit pas en retard à l'école. On va y aller. Comme d'habitude, on prend 2 véhicules et on va patrouiller autour de Parouche Sevak et Yerask. Marek et Trudy sont policiers de formation. Voilà près de 10 ans que le Tchèque se rend à l'étranger pour le compte de l'UE. Il a été envoyé au Kosovo et récemment en Ukraine, jusqu'à ce que la guerre éclate. Ce père de famille ne se voit pas faire autre chose. Je vais dans des zones qui sont en guerre ou qui ont été en guerre et j'essaie d'aider les gens. Je suis comme ça. Pour moi, c'est une vocation. Aider son prochain, c'est aussi ce qui anime Trudy. Elle vit seule et c'est sa première mission pour l'Union européenne. Originaire des Pays-Bas, elle a travaillé 1 an sur une île des Antilles néerlandaises. Il faut environ 2 heures pour atteindre la frontière du Nakhichevan, à l'ouest de l'Arménie. Nous passons de 2000 à 800 mètres d'altitude. C'est par cette gorge, sur une route de terre, que la population de Djermouk est évacuée en cas d'urgence. Je n'ai jamais vu d'aussi beaux paysages. Ça me rappelle un peu mon pays. Le Nakhichevan est une république autonome de l'Azerbaïdjan. Une région également instable, dans laquelle les escarmouches sont fréquentes. Parfois, on s'arrête dans le centre d'une ville ou sur sa place principale pour observer ce qui s'y passe. Et les gens viennent discuter avec nous. Dans certains villages, ils sont habitués à nous voir. On est arrivé. Voyons si on arrive à discuter avec les habitants. Marek et Trudy veulent prendre le pouls de la situation et de l'état d'esprit général. La plupart des villageois parlent aussi le russe. Par chance, un membre de la patrouille est estonien et fera l'interprète. On est envoyé par l'Union européenne. Vous avez sûrement entendu parler de nous. Bien sûr. Comment ça se passe dans le village en ce moment? C'est dangereux. Les Azerbaïdjanais sont dans la montagne. On peut les voir d'ici quand ils se déplacent. On vit dans la peur. On a même préparé un sac avec tout le nécessaire pour être prêt à quitter le village s'il y a des tirs. Sonia insiste pour nous montrer quelque chose. Un souvenir des années 1990, quand le village a été la cible de coups de feu tirés depuis le Nakhichevan. On voit encore les impacts de balles. Une partie du bâtiment s'est effondrée, mais elle a été reconstruite. On s'est d'abord caché dans les caves et puis on a fui vers Erevan. On est revenu 1 ou 2 semaines plus tard quand ça s'est calmé. Comment est-ce que vous communiquez en cas de problème? Vous avez mis en place une technique particulière? Pas vraiment. Parfois, on appelle les voisins pour savoir s'ils ont entendu les tirs eux aussi. Bonjour. Ils tirent toujours quand on travaille dans les champs. Ils tirent? Seulement eux. On ne riposte pas. Comment on sait qu'il n'y a qu'eux qui tirent?
Pardon? Il était là ou est-ce qu'on lui a raconté? Vous étiez là la dernière fois que c'est arrivé? Bien sûr que j'étais là. Ça fait 40 ans que je vis ici. La dernière fois, c'était il y a 3 mois. Il y a eu d'autres incidents pendant la récolte? Non, pas pendant la récolte. Il a des questions à nous poser? Oui, j'en ai une. Quand est-ce que ça va se terminer? Ce serait bien que nos enfants n'aient pas à vivre la même chose que nous. Pour l'instant, personne ne le sait. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous répondre. Vous êtes les bienvenus chez moi. Il vous propose de venir prendre un café ou un thé chez lui. C'est là. Malheureusement, on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais on reviendra. Et j'espère qu'on pourra poursuivre cette conversation. Désolé, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Mais une autre fois, avec plaisir. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. La patrouille reprend sa route, cette fois-ci avec des gilets pare-balles. Prochaine étape, la petite ville de Yerask, où la construction d'une aciérie a été mise à l'arrêt après que le chantier a été la cible de tirs presque quotidiens pendant plusieurs mois. Une des premières fois où c'est arrivé, des balles ont été tirées sur un mur. Et par ricochet, 2 ouvriers ont été touchés par des morceaux du mur. Ils ont été blessés par des débris du mur. La future usine se trouve à la frontière du Nakhitchevan, où Arméniens et Azerbaïdjanais cohabitaient autrefois. Jusqu'à ce qu'il y a plus de 100 ans, les Arméniens soient chassés de l'enclave et leur patrimoine culturel détruit. Il y a des soldats partout. Tout ce que vous êtes en train de filmer, ce sont des positions militaires. C'est derrière ce mur d'enceinte que se construisait l'usine, dans laquelle il était prévu de produire des poutrelles en acier recyclé et qui devait constituer une source d'emploi providentielle dans cette région durement frappée par le chômage. Tout cela à seulement 200 mètres de la frontière. Marek et Trudy sont souvent venus ici. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans les forces de l'ordre. Alors j'ai l'habitude. On est amené à aller dans des zones où les autres ne vont pas ou que les autres fuient. Et ça peut être très éprouvant pour les nerfs. Trudy a reçu des images qui laissent peu de place au doute. Les gardes-frontières azerbaïdjanais ouvrent le feu sur l'usine. C'est ici que 2 ouvriers ont été blessés par des débris de mur. Mais les membres de la mission peuvent aussi se retrouver sous le feu des tirs. En cas de tir, on a pour ordre de quitter les lieux et de se mettre à l'abri. On n'est pas armés. Alors on est censé s'en aller et attendre les instructions. Trudy et Marek ont rendez-vous avec le directeur de l'usine, qui à l'époque a sollicité l'aide des observateurs de l'Union européenne. Aujourd'hui, Tiran ne va plus sur le chantier. C'est dur de voir ça, parce qu'on s'est beaucoup investi dans ce projet. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Et les ouvriers qui ont été blessés lors du premier incident? Ils sont encore parmi nous, ils vont bien. C'est une bonne nouvelle. Selon les rapports, la population du Nakhitchevan craignait que l'usine ne pollue l'Arax, une rivière qui coule le long de sa frontière. On avait prévu de fonctionner en circuit fermé. Donc les eaux usées de l'usine n'auraient pas pu se retrouver dans la rivière. Tout ça, ce sont des prétextes. Moi, je pense qu'ils nous tirent dessus pour affaiblir nos frontières et pour freiner le développement économique de l'Arménie.
Mais les observateurs de l'UE n'ont pas vocation à intervenir dans le conflit. Alors ils se sont contentés de prêter main forte pour l'évacuation du site. On va continuer, c'est sûr. Tiran a bénéficié de subventions publiques pour reconstruire l'usine à quelques 30 km de là. Salut, ça va? C'est un employé de l'acierie. Comment ça se passe en ce moment? Aujourd'hui, il n'y a pas de tir. C'était quand la dernière fois? Vous vous souvenez? Il y a un peu plus d'un mois. Donc la dernière fusillade remonte à plus d'un mois. En ce moment, c'est calme. On a repris le travail. Après chaque intervention, Marek se fonde un bref rapport à son supérieur. Rien à signaler, tout va bien. Egeniazor, une ville de 7000 habitants. C'est ici que se trouve le siège de la mission d'observation de l'Union européenne en Arménie, dans lequel une soixantaine de collaborateurs travaillent. Les OPS, les officiers chargés de la conduite des opérations, réceptionnent les messages envoyés par les observateurs. En ce moment, on a 6 équipes sur le terrain, dont une avec une escorte militaire, à côté de Martouni. En cas de danger, ils coordonnent en temps réel le repli des observateurs jusqu'à leur base. Pour chapeauter l'ensemble de la mission, un Allemand, Markus Ritter. Il a été déployé en Arménie au mois de février, d'abord à Erevan et depuis quelques semaines au siège. Les membres de la mission sont ici pour apporter un regard neutre sur la situation. À ce titre, ils devraient aussi pouvoir patrouiller de l'autre côté de la frontière. Mais l'Azerbaïdjan a refusé de coopérer. Ce n'est pas tout à fait terminé. On vient d'arriver. Bienvenue dans mon royaume. On constate des deux côtés que ça construit beaucoup. On creuse de nouvelles tranchées, on renforce les positions, on aménage des voies d'accès. Dans ces conditions, la mission des observateurs est d'autant plus complexe. Car après l'offensive militaire de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, il est difficile de prévoir comment la situation va évoluer. Je peux aussi vous dire que je reçois beaucoup d'appels des États membres. Ils pensent déjà à l'avenir de la mission. Ils se demandent ce qu'on pourrait faire, comment on pourra adapter la mission, comment ils peuvent nous aider. Bref, vous n'êtes pas seul. Afin de surveiller plus assidûment les régions frontalières qui présentent un risque d'escalade, les effectifs doivent être renforcés, car les échanges de tirs dans ces zones sont fréquents. Ce qu'on peut prouver, c'est que notre présence a permis de réduire la fréquence des incidents. Il y a encore des morts et des blessés, mais beaucoup moins qu'avant. On sait aussi que depuis notre arrivée, aucun civil n'a été tué à la frontière, alors qu'avant, ça arrivait souvent. Trudi et Marek se rendent à Kapan. Surplombant la route qui mène vers le sud, le monastère de Tatef a été construit au IXe siècle et constitue l'un des principaux monuments de l'Arménie chrétienne. Dès qu'ils ont un peu de temps, les deux observateurs essayent d'en savoir plus sur le pays et sa culture. J'aime beaucoup les sites historiques d'Arménie. C'est le 3e monastère que je visite, et probablement le plus grand. C'est magnifique. J'aime bien visiter ce genre d'endroit, découvrir d'autres cultures et d'autres façons de vivre. Et puis c'est sympa d'avoir quelques photos à ramener à la maison.
Sur notre temps libre, on est toujours invité à droite à gauche. Et quand on a la chance de comprendre la langue, c'est plus facile de communiquer avec les locaux. Trudy connaît quelques mots comme bonjour et merci. Moi, pas encore. Comment ça va? Ou bien bonjour? J'ai un peu de mal avec la prononciation, mais ils comprennent que je les remercie. C'est trop compliqué pour moi. J'ai déjà essayé. Mais ça ne ressemble à aucune des langues que je connais. Kapan, une ville minière située au sud-est de l'Arménie, près de la frontière azerbaïdjanaise. Il est 8h30. Salut tout le monde! Salut! Aujourd'hui, on va à l'aéroport. C'est une zone qu'on surveille depuis le mois d'août. On va mettre nos BPU ici et garder notre casque à portée de main pendant le trajet. Et puis on verra ce que ça donne sur place. Le BPU, ou Body Protection Unit. C'est un équipement de sécurité composé d'un gilet pare-balles et d'un casque. Ça pèse entre 3 et 5 kilos. Ça ne me dérange pas. En hiver, ça tient chaud. C'est sûr qu'en été, c'est moins agréable. Kapan, capitale du Mars de Sunik, se situe à plus de 5h30 de voiture d'Erevan. Une bande de terre flanquée de l'Azerbaïdjan à l'est et du Nakhitchevan à l'ouest. Et à ce titre, une zone à risque. En 2020, un nouvel aéroport a été inauguré pour remédier à son isolement. 2 fois par semaine, les observateurs de l'Union européenne se rendent sur le tarmac, situé directement à la frontière. À plusieurs reprises, des passagers ont été la cible de tirs en sortant de l'avion. Mais cela n'est jamais arrivé en présence de la patrouille. Pour Marek, c'est une première. Il y a une base militaire russe ici. Et elle est censée surveiller les lieux 24 heures sur 24. À la fin de la guerre en 2020, une force d'interposition russe a été déployée dans la région pour garantir le respect du cessez-le-feu. Mais au moins depuis le début des hostilités en Ukraine, elles manquent à leur obligation. La ligne de frontière monte là-haut, puis elle descend, c'est ça? Oui. Mais plus bas, à l'endroit où on voit un drapeau, c'est une position arménienne. Et là-bas, ce sont des soldats azerbaïdjanais. Si près, à 300 mètres. Oui, la frontière est très proche. D'où le gilet pare-balles et le casque. Rien à signaler aujourd'hui. Ni avion, ni tir. Merci de ne pas filmer les positions militaires. Dans cette région frontalière, les incidents sont fréquents. Quand il se passe quelque chose à proximité de la ligne de confrontation, on se rend sur place, on écoute et on observe. Tout droit, tout droit. Tout droit, d'accord. La patrouille roule en direction d'Agarak, à moins d'1 heure de Kapan. L'Azerbaïdjan réclame la construction d'une voie d'accès au Nakhitchevan. Mais celle-ci aurait pour conséquence d'isoler le sud de l'Arménie du reste du pays. Quelques villageois discutent devant un magasin fermé, au nom prometteur de miracle. C'est une règle de base pour les membres de la mission. Toujours se garer en marche arrière pour pouvoir fuir plus facilement en cas d'attaque.
Comment ça va? Il s'est passé quelque chose dernièrement? Ça va. Il y a des déplacés qui sont arrivés dans le village? Oui, une famille. Ils ont un logement et ils sont en sécurité. Ils ont même du travail. Ils ont été bien accueillis? Oui, on les aide comme on peut. C'est un habitant du village qui paye le loyer. Tout se passe bien. Et le propriétaire du magasin leur a offert les courses. Les enfants vont déjà à l'école, qui est à 2 pas de l'endroit où ils sont logés. Les nouvelles vont vite. Averti de la présence des observateurs, Surin, le propriétaire du magasin, vient à leur rencontre pour discuter. Bonjour. Bonjour. Le monde s'est endormi. Comment expliquer sinon qu'on laisse l'Azerbaïdjan, un des 200 pays de la planète, mettre une telle pression sur son voisin et chasser autant de gens de chez eux? Et ils ne vont pas s'arrêter là. Maintenant, ils veulent prendre le contrôle du Sunik et aménager un corridor. La plus grande crainte ici, c'est que l'Azerbaïdjan poursuive d'autres ambitions. Nous, on ne peut pas donner notre avis parce qu'on n'est pas présent dans le Haut-Karabakh. Et puis, ça ne fait pas partie de nos attributions. Notre rôle, c'est de contribuer à la stabilité et à la sécurité dans la région. Ces brochures en langue arménienne l'expliquent. La mission d'observation est une unité civile qui se doit de rester neutre. Les membres de la patrouille sont là pour observer, rien de plus. À quoi ça sert? Est-ce qu'on va attendre que tous les Arméniens aient fui? On envoie des rapports quotidiens à Bruxelles. Et ces observations servent de base dans les négociations de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est bien ça le problème. Le temps qu'ils aboutissent à un accord, il n'y aura plus personne. Il n'y a déjà plus personne. Vous arrivez trop tard. On fondait tellement d'espoir en vous. Troudi et Marek, les yeux et les oreilles de l'Union européenne, doivent se contenter de faire passer le message à Bruxelles. Pour les individus qui vivent ici, à proximité immédiate des positions arméniennes et azerbaïdjanaises, la diplomatie à elle seule ne suffit pas. On parle avec eux et ils se sentent abandonnés. C'est compréhensible. Ils constatent que le monde soutient d'autres pays comme l'Ukraine, et pas le leur. Pour moi, c'est une crise humanitaire, et il faut aider les ONG. Mais pour ce qui est de leur apporter une aide matérielle, par exemple de leur livrer des armes, comme les gens le demandent ici, c'est une décision politique. Et ce n'est pas notre rôle de donner notre avis. Voilà 2 ans que les observateurs sont présents en Arménie. Un métier pas comme les autres, qui nécessite un certain engagement personnel. Quand j'ai annoncé à mon père que j'allais travailler pour l'Union européenne en Arménie, il m'a dit « Ce n'est pas un travail, c'est ta vocation ». Moi, je n'aime pas la politique. Je veux juste aider les gens, ne serait-ce qu'un petit peu. Récemment, des jeunes m'ont dit qu'ils étaient très contents de notre présence, même si elle est temporaire. Parce que quand on est là, ils se sentent en sécurité. C'est ma petite contribution. Ce n'est pas grand-chose, mais ça change la vie de ces gens. Tu te fais attaquer par les moustiques? Je sais, il m'adore. Je me suis déjà fait piquer 3 fois aujourd'hui. L'expérience l'a prouvé. La présence des observateurs de l'Union européenne a un impact positif sur le terrain. Mais suffira-t-elle à ramener la paix dans cette région sous tension? Seul l'avenir le dira.